Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Grande émission politique du dimanche midi sur la chaîne Info. Notre invitée, bonjour Marion Maréchal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Députée européenne et présidente du groupe Identité Liberté. À mes côtés pour vous interroger durant cette heure d'interview, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour Marion Maréchal. Beaucoup de sujets à aborder ensemble en ce dimanche, de la proposition choc de Gérald Darmanin d'envoyer des narcotrafiquants en Guyane avec ce nouveau projet de prison, du rapport aussi sur les frères musulmans qui sera présenté en Conseil de défense ce mercredi, qui va être déclassifié effectivement, et puis l'actualité internationale et notamment cette élection présidentielle en Roumanie. Vous soutenez le candidat d'extrême droite qui est arrivé au premier tour, vous êtes affiché à ses côtés. Certains commentateurs parlent d'un choc à venir, on en discutera et on débattra ensemble dans quelques instants. Mais d'abord une élection qui va sans doute, ça vous fera peut-être sourire, je ne sais pas, structurer la vie politique française des prochains mois. Qui à la tête du parti des Républicains? Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, on sera fixé ce soir aux environs de 18h. D'abord, première question, Marion Maréchal, est-ce que vous avez une préférence entre les deux hommes? Écoutez, moi je ne suis pas membre du parti Les Républicains, donc je ne vais pas m'attacher à vous donner une préférence sur une candidature, mais je note, on va dire, plusieurs choses positives dans cette élection, notamment à l'issue du débat que vous avez organisé sur LCI entre ces deux candidats. Déjà une évolution de ligne qui m'apparaît positive, puisque je dois dire qu'aujourd'hui, sur l'intégralité des sujets ou presque, ils rejoignent la ligne que moi et d'autres d'ailleurs défendons depuis des années sur le régalien, sur l'immigration, sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur le refus du fanatisme vert. Je vois même d'ailleurs sur l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution. Il faut se souvenir que eux d'ailleurs qui font valoir leur modèle chiracien. À l'époque, Jacques Chirac avait refusé l'inscription de ces racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Donc Laurent Wauquiez s'en revendique beaucoup, en effet, d'avoir fait une campagne à la Chirac. Donc en effet, des évolutions idéologiquement positives. Deuxième sujet que je trouve très intéressant, qui pour moi est une avancée majeure pour la vie politique française, c'est le fait que dorénavant, Laurent Wauquiez, comme Bruno Retailleau d'ailleurs, refuse de s'inscrire dans un rejet, j'ai envie de dire, moral et de principe à l'égard du camp national et du Rassemblement national en particulier. Ils font valoir, on en reparlera certainement, des différences sur les questions économiques pour refuser des alliances, mais ils sont plus dans l'éternel cordon sanitaire. Au contraire même, ils parlent aujourd'hui de cordon sanitaire contre le parti anti-républicain qui est devenu la France Insoumise, que je partage bien évidemment. C'est plus clair du côté de Laurent Wauquiez. Il dit le RN, c'est pas la peste en effet, le Rassemblement national. Je crois qu'il d'ailleurs, heureusement qu'on en arrive à cette prise de conscience. Et la dernière chose que je trouve très intéressante également, c'est le fait qu'ils tous les deux, pour le coup, fassent valoir leur admiration pour Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, avec qui j'étais il y a quelques jours, qui est l'allié de notre mouvement au Parlement européen. Je siège actuellement dans son parti, son groupe européen, et qui, en fait, c'est intéressant, parce que qu'a fait Giorgia Meloni en Italie? Elle a construit une grande coalition qui va du centre droit jusque finalement le camp national. Et donc s'ils allaient au bout finalement de ce modèle, cela pourrait laisser indiquer que demain ils seraient peut-être davantage disposés à ouvrir les alliances qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc on va dire que dans tout ça, j'y vois quand même beaucoup de choses positives sur le plan politique. La question des alliances justement, Arlette. Oui, la main tendue de Laurent Wauquiez qui imagine demain une alliance des droites, mais alors il dit de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Il n'y a pas votre nom. Alors, Sarah Knafo, bien sûr, proche d'Éric Zemmour, Reconquête, que vous avez quitté. Il vous a oublié ou non, mais vous êtes vexé un peu que non, moi, vous savez, dans la liste. Je ne me vexe de rien et cela ne me fera aucunement changer sur la ligne qui est la mienne depuis maintenant toujours, à savoir défendre précisément le fait que demain, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, moi-même avec Identité Liberté, je l'espère le Rassemblement national, l'UDR d'Éric Ciotti, devraient travailler côte à côte et ensemble dans une coalition, évidemment, à minima législative et parlementaire. C'était l'idée d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Déjà, il plaidait pour l'union des droites avec vous. Absolument, Éric Zemmour donc là, plaidait pour cela jusqu'aux dernières élections législatives. Aujourd'hui, il y a tout le travail qui reste à faire jusqu'aux élections présidentielles et de trouver ce chemin qui permettent de travailler ensemble. Alors j'entends, ils font valoir comme argument le fait qu'ils ne partageraient pas le programme économique du Rassemblement national. Ça, c'est pour le Rassemblement national, mais c'est pas vous. Je n'avais pas répondu à ma question, pourquoi pas vous? Oui, mais sauf que c'est exactement aussi l'argument, vous l'avez noté, qu'utilise Laurent Wauquiez pour dire « Ah bah oui, mais je peux pas demain travailler avec elle dans un gouvernement parce qu'elle est aujourd'hui alliée du Rassemblement national et donc elle soutient le programme économique du RN. » Mais je vais vous le dire franchement, pour moi, c'est un argument de mauvaise foi. D'ailleurs, il le dit lui-même. Moi-même, je ne partage pas toutes les propositions économiques du Rassemblement national. Ça ne m'empêche pas d'être un allié politique, de siéger avec eux à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que le principe même d'une coalition, c'est de rassembler des gens qui ne sont pas d'accord sur tout,
si ce n'est sur l'essentiel. Or, je crois que ce qui ressort d'ailleurs de cette émission que vous avez réalisée, c'est que l'essentiel aujourd'hui pour la droite, c'est d'abord et avant tout le combat culturel, migratoire, identitaire. Et moi, je considère qu'en politique, vous savez, il y a 2 types de sujets. Il y a les sujets réversibles et il y a les sujets irréversibles. Les sujets réversibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. C'est notamment la question du budget, la question de la fiscalité, la question de la prospérité économique. Sur lequel on peut avancer, sur lequel on peut apporter des solutions et avoir des résultats. Je veux dire, la France a déjà été dans des situations économiques dramatiques, elle s'en est relevée. En revanche, il y a un sujet irréversible, c'est celui de la démographie. Voilà. Et donc, à partir de là, je considère que pour moi, l'élément cardinal qui fait que j'accepte de m'associer ou non avec quelqu'un, c'est ce sujet de l'immigration, même si j'ai des désaccords sur le reste. Et j'espère réussir à convaincre, moi et d'autres d'ailleurs, les Républicains, que oui, aujourd'hui, cette alliance, elle doit d'abord se prioriser sur ce sujet. Mais vous allez devoir aussi convaincre, pardonnez-moi, Marine Le Pen. Parce qu'il y a moins de 2 ans, c'était non. Pas d'alliance et pas de dilution de l'extrême droite dans une alliance plus large. Sauf que depuis, on l'a noté d'ailleurs, Marine Le Pen a permis aujourd'hui une ébauche de coalition qui sera amenée, je l'espère d'ailleurs, à se renforcer, à se structurer, avec l'ex-président des Républicains, Éric Ciotti, et l'UDR. Donc cette volonté aujourd'hui de travailler avec des partis indépendants dont nous faisons partie, elle existe et elle est mise en place. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est parfaitement satisfaisant, puisque en effet, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez continuent d'être des concurrents là où ils devraient être aussi des alliés. Bon, il ne vous a pas échappé que leur idée, c'est quand même de faire revenir leurs électeurs qui sont partis au Rassemblement national ou à Reconquête. C'est quand même ça l'objectif. La concurrence, elle reste très forte et très vive, bien entendu. J'ai bien compris, et vous savez, la concurrence est inhérente à la vie politique. Donc ça, je veux dire, je ne peux pas leur en faire grief, mais ce que je leur reproche finalement... Parce que de quoi on parle aujourd'hui sur les rapports de force, ce qui n'enlève rien d'ailleurs aux qualités des uns et des autres, mais c'est qu'à l'heure où on parle, en tout cas, dans les différents sondages présidentiels, Laurent Wauquiez est autour de 4%. Absolument. Et Bruno Retailleau est entre 7 et 8%. C'est le double, oui. Selon les configurations. Très bien, il y a en face de cela un parti qui est, dans tous les cas de figure, et quel que soit d'ailleurs le candidat, au-dessus de 30%, c'est le Rassemblement national. Donc à un moment donné, je me permets quand même de leur dire et de leur rappeler que vouloir faire sans ou contre le Rassemblement national, pour moi, est une impasse politique, est un non-sens. C'est-à-dire, c'est comme si on refusait de voir l'éléphant au milieu de la pièce. C'est d'ailleurs exactement le même différend que j'ai eu à l'époque avec Éric Zemmour. Oui. Voilà, donc, alors qu'ils aient envie de tirer le maximum et d'exister au maximum pour évidemment négocier le mieux possible, très bien, mais enfin, il y a quand même quelque chose... je veux dire, d'un peu stérile, si vous voulez, à parler des alliances avec tout le monde, sauf avec le plus grand parti aujourd'hui du camp national. Laurent Wauquiez semble plutôt mûr pour cette alliance, ou en tout cas se bouger. Je vous posais la question de Marine Le Pen. Est-ce que vous sentez, dans les discussions que vous avez avec votre tante, peut-être un changement de paradigme quant à cela? Vous évoquiez effectivement ce qui s'est fait avec Éric Ciotti, mais est-ce que ça pourrait aller plus loin? Non, mais alors moi, je vais vous le dire, je suis absolument convaincue que si demain, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez expliquaient qu'ils étaient prêts à faire des accords, par exemple aux élections législatives avec le Rassemblement national, je suis absolument convaincue que Marine Le Pen le souhaiterait. Maintenant, la posture de tout le monde, bon, je peux l'entendre, pourquoi pas, c'est de dire oui, mais pas des accords d'appareil, on s'associe avec des personnalités. Bon, très bien, j'ai envie de dire, quelle que soit la forme que ça prendra, et c'est vrai que probablement... aux Républicains, il y a des courants qui, de toute façon, ad vitam aeternam, ne s'associeront jamais. Je pense notamment à Xavier Bertrand au Rassemblement national, et d'autres qui sont plus enclins à le faire. Donc, si ça doit passer par des accords de personnalité plutôt que par des accords de parti, j'ai envie de dire soit. Mais je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui le blocage vienne du Rassemblement national. Même avec Bruno Retailleau, qui a donc participé au gouvernement d'Emmanuel Macron en la qualité de ministre de l'Intérieur. C'est aussi dans ce gouvernement à poids lourd. Ça, pour vous, ça ne constitue pas une ligne rouge? Non, je ne le crois pas, parce que je pense que Bruno Retailleau, enfin, ça c'est mon point de vue, aujourd'hui est au ministère de l'Intérieur et fait, je le crois, ce qu'il peut comme il peut. Et moi, j'entends l'argument qu'il a avancé. Alors, la facilité, évidemment, ce serait de dire oui, il s'est compromis avec la Macronie. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Laurent Wauquiez, il y a un risque de division. Oui, mais et il dit qu'il ne faut pas qu'il reste au ministère de l'Intérieur. Je ne veux pas me faire l'avocate de Bruno Retailleau, c'est pas mon rôle, mais bon, ils sont en compétition l'un et l'autre. Et il se trouve, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, Laurent Wauquiez lui-même avait envigé d'avoir un ministère. Il n'avait pas eu celui qu'il voulait, donc il l'avait refusé. Il y a eu des discussions. Ça, on sait. Mais à la limite, qu'importe. J'ai envie de dire, bon,
je ne vais pas vous mentir, vu la situation aujourd'hui sécuritaire de la France, je préfère que ce soit Bruno Retailleau à l'intérieur, avec un certain nombre d'avancées, même si, pas vous mentir, elles m'apparaissent en partie insatisfaisantes et partielles, mais je préfère que ce soit Bruno Retailleau qu'un énième, on va dire, ministre socialiste, comme nous avons pu l'avoir par le passé. Voilà, je pense que la France aujourd'hui, malheureusement, est dans une telle situation qu'on ne peut pas s'autoriser encore cela. On va avancer d'ailleurs sur vous aussi, votre position. Juste il semblerait quand même Bruno Retailleau soit favori. Certains disent finalement la question c'est plus quel sera son score ce soir. Bon, soyons très prudents. S'il était élu ce soir, pourrait-il, selon vous, rester au gouvernement? Ou c'est incompatible? Je sais pas, moi c'est à lui de voir, mais vous savez, je crois pas que moi il y ait d'incompatibilité fondamentale à être ministre et président de parti. Bah tiens, eux qui parlaient beaucoup de modèles, d'ailleurs Giorgia Meloni, aujourd'hui Giorgia Meloni, elle est chef d'État et elle est en même temps présidente de son mouvement. Voilà, bon, je crois que c'est une question d'organisation, donc j'y vois pas une incompatibilité majeure. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, il va se poser la question des lignes rouges, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau, notamment sur la question de l'Algérie, la question des OQTF, a posé des mots et des diagnostics très forts, d'ailleurs, et je le remercie. Mais on voit bien qu'il est aujourd'hui contraint dans les solutions qu'il peut apporter, pas toujours suivies par le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que sa volonté de faire des choses glisse petit à petit vers la compromission. Ça, ce sera à lui de l'arbitrer, mais je crois qu'à un moment donné, il a aujourd'hui une voix suffisamment forte pour faire peut-être davantage bouger les choses. Marion Maréchal, avec Arlette Chabot, on s'interrogeait en préparant cette émission sur vous. Sur vous, vous n'êtes plus aux côtés d'Éric Zemmour, mais alors vous êtes où? Vous en êtes où politiquement, Arlette Chabot? Oui, parce que quand on vous écoutait à l'instant, j'ai l'impression que vous étiez porte-parole du Rassemblement national. Donc, alors, vous êtes totalement revenu, réconcilié, réinséré. Non, les choses. Vous avez votre boutique à côté et vous gardez une indépendance, ce qui vous permettrait éventuellement de critiquer ou d'avoir d'autres ambitions. On en parlera dans un instant. Non, alors les choses sont finalement assez simples, malgré un enchaînement d'événements qui ne l'a pas été, c'est vrai, puisqu'une rupture, moi j'ai suffisamment eu d'explications pour y revenir, mais une rupture assez forte et malheureuse avec Éric Zemmour, en effet, à l'occasion des dernières élections législatives, où j'ai fait le choix de soutenir la coalition RN-Ciotti. Là où Reconquête a fait un choix inverse. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, moi, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Identité Liberté, qui est finalement un mouvement qui porte la ligne que je porte depuis toujours, même déjà quand j'étais, souvenez-vous, à l'époque députée nationale au sein du Front National, une ligne que certains diraient, identitaire, libérale, conservatrice, si on devait simplifier, et défenseuse de l'union des droites. Et je garde donc mon indépendance, ma liberté de ton et de parole, mais je suis en revanche alliée avec le Rassemblement national et l'UDR d'Éric Ciotti. J'ai aujourd'hui 3 députés à mes côtés qui siègent donc avec le groupe RN à l'Assemblée. On a un groupe, une délégation française au Parlement européen, et là on siège avec justement les Italiens de Fratelli d'Italia notamment. Et je travaille en très bonne intelligence aujourd'hui avec le groupe du Rassemblement national de Jordan Bardella au Parlement européen, mais aussi, je tiens quand même à le noter, avec la délégation française LR, qui elle siège dans le groupe dit PPE. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie leçon avec son président François-Xavier Bellamy. Absolument. Et je trouve qu'il y a une vraie leçon à tirer de cela, parce qu'on voit bien qu'au niveau européen, tout en étant dans 3 groupes différents, eh bien, nous parvenons à défendre les intérêts français ensemble, en nous mettant sur des votes et des positions communes, en travaillant des dossiers ensemble, et à représenter finalement plus de Français efficacement que si il n'y avait eu qu'une seule liste à l'issue. Donc moi, mon objectif, si je puis dire, c'est de faire redescendre finalement cette coopération et cette bonne entente au niveau national, puisqu'on fait la démonstration au niveau européen que c'est possible. Mais vous parliez de votre rupture avec Éric Zemmour, c'est fait un peu dans la douleur. La rupture aussi avec le parti de Marine Le Pen, quelques années plus tôt, ça s'est aussi fait de manière douloureuse. Votre patronyme que vous enlevez, alors il y a d'autres considérations, évidemment, et on lit aussi dans la presse, peut-être que ça vous agace, mais le fait que ce retour dans le giron du RN, avec votre tante, agace aussi certains classiques du RN. Qu'en est-il vraiment? Vous étiez au Rassemblement pour soutenir Marine Le Pen après sa condamnation. Vous n'avez pas pris la parole, à l'instar d'Éric Ciotti, à l'instar de Jordan Bardella. Quel est votre avenir au sein du parti? Et est-ce que la question Marion Maréchal Le Pen, remplaçante de Marine Le Pen empêchée à la présidentielle si sa condamnation est confirmée, peut se poser? Est-ce que ça
Ça évolue dans votre esprit. Est-ce que c'est un sujet? Alors, plusieurs choses. Alors, en réalité, il n'y a pas eu de rupture douloureuse avec le Front National quand je suis partie en 2017, puisque j'ai arrêté la vie politique. Je ne suis pas partie en réglant des comptes. J'avais des divergences idéologiques, stratégiques, c'est vrai. J'avais aussi envie d'une expérience dans le privé, donc j'y reviens pas, mais ça ne s'est pas fait dans la douleur, en l'occurrence. Et j'avais quitté, évidemment, le Rassemblement National depuis longtemps. Certains vous en ont voulu un peu. Et de fait, et beaucoup ont instrumentalisé ça en faisant des raccourcis, mais enfin, bon, qu'importe. Aujourd'hui, bon, vous savez, dans les partis politiques, c'est malheureusement... j'ai envie de dire inéluctable, les petites phrases, les off assassins, les concurrences. Bon, moi, je ne m'y attache pas parce que je sais que ça n'est pas représentatif aujourd'hui de la relation de qualité, de grande qualité d'ailleurs, que j'ai non seulement avec Marine Le Pen, mais aussi avec Jordan et avec d'autres cadres et élus du Rassemblement National, avec qui on travaille en très bonne intelligence, et nos 3 députés en sont la démonstration à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, moi, c'est très simple. J'ai vécu cet empêchement, pour l'instant, de Marine Le Pen comme un véritable scandale démocratique. Je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire, mais le résultat de cette affaire, c'est quand même qu'aujourd'hui, la candidate favorite est privée de l'opportunité de pouvoir se présenter, voilà, avec des arguments sur lesquels on pourrait revenir, mais qui ont quand même une tonalité très politique dans ce qui a été avancé par la magistrate en question. Et donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que je refuse que on tourne la page, et puis c'est pas grave, on passe à autre chose. Je considère que Marine Le Pen a raison de tenir bon, de dire on ira jusqu'au bout des voies de recours pour défendre ce droit des Français, du camp national à être représenté par le candidat qu'ils choisissent. Et donc, c'est pour ça que je m'interdis, comme Jordan Bardella d'ailleurs, vous l'avez noté, de raisonner en dehors de cette candidature de Marine Le Pen, avant bien sûr que toutes les voies n'aient été explorées, notamment celle de l'appel qui aura lieu avant juin 2026. C'est pas être un peu imprudent, pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas le plan B pour l'instant, il ne doit pas être activé, quoi. Le plan B comme Bardella ou... De fait, je veux dire, à partir du moment où Marine Le Pen est toujours candidate officiellement à l'élection présidentielle, il n'y a pas de raison de parler du reste. Et une fois de plus, Jordan Bardella et moi-même, de ce point de vue-là, nous sommes totalement alignés. Parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où lui comme moi, d'ailleurs, on s'inscrit dans l'idée de comment on organise la succession, c'est déjà qu'on a tourné la page et que finalement, on ne doit plus défendre aujourd'hui la candidature de Marine Le Pen. Alors, c'est pas du tout notre état d'esprit. Non, mais c'est étonnant, vous dites Jordan et moi, c'est-à-dire que ça veut dire parce que la question nous est posée à tous les deux. Oui. Voilà. La preuve, c'est que vous est posée à tous les deux. Non, mais la preuve, c'est que vous me la posez. Vous me dites, est-ce que vous pourriez être la successeur de Marine Le Pen? Évidemment qu'on vous la pose. Mais Jordan et moi, ça veut dire que vous pourriez être l'un ou l'autre. Alors, je vous mets... candidat remplaçant de Marine Le Pen. Je réponds alors le plus clairement du monde. Pourquoi je nous cite tous les deux? Parce que de fait, vous me posez la question et donc on y répond tous les deux. Mais maintenant, soyons honnêtes et lucides. Si Marine Le Pen, et j'espère que ce ne sera pas le cas, était empêchée, évidemment, à l'occasion de cet appel, Jordan Bardella se positionne aujourd'hui comme le candidat le plus naturel du camp national. Et vous le soulignez dans les sondages, et donc c'est quasiment équivalent. Donc, voilà, maintenant, moi je m'inscris aujourd'hui, comme je dis, que ce soit demain peut-être avec Jordan Bardella et je l'espère avec Marine Le Pen selon le résultat, dans une logique de coalition une fois de plus. Donc je ne me fonds pas dans le Rassemblement National, je suis en soutien à cette candidature, moyennant évidemment derrière une place pour le courant et la ligne que je représente au sein de cette Donc vous n'êtes pas en concurrence avec Jordan Bardella au cas où? Non, pas du tout, et je ne prête absolument pas le flanc d'ailleurs à ça. Mais vous soulignez le plus clair possible. Assez opportunément que vous êtes la 3e personnalité du RN dans les sondages, ce qui est factuel aussi. La question m'est souvent posée parce que de fait, voilà, j'ai aussi l'affiliation qui est la mienne, l'histoire qui est la mienne, la relation particulière que j'ai avec les électeurs du Rassemblement National, et tout ça fait que la question s'est posée, mais elle s'est posée par d'autres, pas par moi. Oui. Marion Maréchal, si une dissolution était à nouveau à l'ordre du jour dans les prochains mois. On sait que votre groupe, Identité Liberté, aux dernières législatives, avait obtenu, vous aviez investi 6 candidats, 3 avaient été élus. Est-ce que, encore une fois, dans la préparation, ce fameux plan Matignon, vous pourriez négocier plus de circonscriptions? Est-ce que là aussi, c'est une manière de peser au sein du parti de Marine Le Pen? Plusieurs choses. Déjà, avant même de penser à cette dissolution hypothétique qui pourrait advenir avant 2027, il s'agit de réfléchir déjà aux élections municipales, qui sont un rendez-vous très important, puisque l'implantation locale, on le sait, est évidemment une des conditions majeures pour pouvoir ensuite réussir au niveau national. Et d'ores et déjà, à ce moment-là, nous aurons et nous présenterons des têtes de liste, mais aussi des colistiers dans le cadre de listes d'union qui allieront à la fois notre mouvement Identité Liberté, l'UDR d'Éric Ciotti et le RN du Rassemblement national, avec cet objectif de rassembler un maximum de Français face à la gauche, à l'extrême gauche, au bloc centriste. Donc ça, c'est une première étape très importante. Avec vous à Paris ?
Maintenant, écoutez, cette affaire de Paris ne vient pas de moi, puisque cette actualité sur le fait que je puisse y réfléchir n'est jamais venue de ma bouche. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas du tout à l'ordre du jour. Il n'y a pas de candidature à l'ordre du jour à Paris. Et ce qui est sûr, c'est que derrière, le but des élections législatives, et ça c'est, on va dire, mon rôle de dirigeante de mouvement, de faire en sorte que la ligne, fois plus que je défends, soit la mieux représentée possible. Donc je ferai évidemment en sorte qu'on ait le maximum. Et je vais vous dire, je vais aller au-delà. Moi, je souhaiterais que cette ébauche finalement de coalition qui s'est faite, vous vous en souvenez quand même un peu dans le chaos et la précipitation suite à la dissolution impromptue voulue par Emmanuel Macron, aille au-delà. Moi, je souhaiterais même que demain, nous puissions réassocier des gens, par exemple, comme Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, et évidemment, bien sûr, des Républicains, mais je pense que finalement, on est une des pièces, mais on doit aller au-delà. Aller au-delà, Arlette. Oui, ça veut dire que vous avez un ennemi commun aujourd'hui, c'est la France insoumise. Donc, il faut absolument vous unir pour battre la France insoumise. Je pense que c'est ça l'ennemi aujourd'hui. C'est pas seulement un adversaire, vous avez raison, c'est un ennemi. Voilà, parce que c'est un parti politique qui n'a pas seulement une différence de vision avec nous, mais qui s'attaque aux principes fondateurs de notre harmonie et de notre cohésion sociale, qui, pour le coup, on peut le dire aujourd'hui, frôle régulièrement avec l'antisémitisme et qui appelle régulièrement d'ailleurs à des insurrections. On l'a vu encore à l'occasion de la dernière manifestation dite contre l'islamophobie, où ils ont marché et signé des tribunes aux côtés d'islamistes revendiqués, des fichiers S, des imams condamnés, des organisations proches des islamistes, des frères musulmans. Donc c'est des gens qui menacent l'intégrité du territoire français et la cohésion nationale. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est sûr que ce sont les adversaires premiers. Marion Maréchal, la proposition peut-être que l'on n'avait pas vu venir, celle du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Au journal du dimanche aujourd'hui, il propose et annonce tout simplement la construction d'une prison hors norme en Guyane. 500 places, un quartier de haute sécurité pour une 60aine de narcotrafiquants, une aile pour une 15aine de détenus radicalisés, islamistes et fichés S. D'abord, une première question, est-ce que c'est une bonne idée? Comment, en ouvrant le journal ce matin, vous avez analysé ces déclarations du garde des Sceaux? Je vais peut-être vous surprendre, mais ça me rappelle un peu à certains égards, là pour le coup je vais être un peu cruel, mais même la proposition de campagne de Laurent Wauquiez d'envoyer donc on va dire les fameuses OQTF dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai quand même un peu le sentiment là de l'activation de l'armée des communicants autour de nos chers politiques qui sont en train de leur expliquer, alors vas-y Gérald, on va réfléchir à la manière dont dans l'inconscient collectif des Français tu puisses envoyer un signal Guyane, donc Bagne, donc Guantanamo, donc autorité. Je vais vous dire, pardon, mais je trouve ça un petit peu ridicule, quoi. Cette espèce de course à l'échalote. Si on est un peu cruel, si autour de vous, un Éric Ciotti qui voulait un Guantanamo à la française, Nicolas Dupont-Aignan qui voulait les envoyer à Cayenne ou à Kerguelen. Sauf que, je vous le dis, je pense que la solution, elle n'est pas celle-ci. La solution, c'est de construire des prisons, construire des prisons d'ailleurs de haute sécurité, mais je veux dire que ces prisons soient au milieu de la jungle guyanaise, ou j'ai envie de dire dans la Creuse ou en Lozère ou dans la banlieue de Bordeaux. Je veux dire, c'est la même chose d'ailleurs pour les centres de rétention. J'ai envie de dire qu'importe. Ce qui importe, c'est que ces gens-là aillent derrière les barreaux. Dans le meilleur des cas, pour en l'occurrence les profits très dangereux, n'en sortent jamais et qu'on s'assure évidemment qu'ils soient dans des conditions de détention ultra sécurisées. Donc j'ai quand même un peu l'impression d'avoir du marketing. Voilà. Du gadget. Du gadget, du marketing. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'à l'issue, cette prison de haute sécurité soit construite, parce qu'on manque terriblement, je ne vous l'apprends pas, de places de prison. Et c'est vrai que là-dessus, on a pris un retard considérable. Je m'étonne quand même qu'il y ait une telle prise de conscience. On en parlera peut-être d'ailleurs après le 20h de Macron. On a le sentiment que voilà, c'est la multiplication des bonnes idées au moment où il n'y a plus de majorité, où on ne peut plus rien faire, quoi. C'est dommage qu'ils n'aient pas eu toutes ces bonnes idées au moment où ils avaient encore tous les moyens d'action, notamment la majorité. Vous avez l'air juste d'un mot beaucoup moins indulgence avec Gérald Darmanin que compréhensive à l'égard de Bruno Retailleau, là. Vous saluez au fond tous les efforts faits par le ministre de l'Intérieur et du côté du ministre de la Justice, là vous... Oui, pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, derrière les mots, moi je regarde le bilan et qu'avant d'être ministre de la Justice, cet homme, il a été ministre de l'Intérieur avec un bilan sécuritaire absolument déplorable. Moi, je n'ai pas oublié, je sais qu'on a la mémoire courte parfois en politique, je n'ai pas oublié qu'au moment où Giorgia Meloni tentait justement de bloquer l'arrivée illégale de migrants sur ses côtes qui étaient victimes du narcotrafic, excusez-moi, des passeurs, il se trouve qu'au même moment, et Gérald Darmanin a eu la mauvaise idée d'accueillir ce bateau de migrants à Toulon,
pour permettant ainsi un appel d'air nouveau, évidemment un signal très fort qui a été envoyé aux passeurs en disant puisque aujourd'hui l'Italie est ferme, sachez que la France, elle, vous ouvre grand ses portes. Voilà, je n'ai pas oublié tout ça, et donc c'est vrai que je suis plus dubitative. D'humanité peut-être aussi à l'époque, hein, peut-être sans appel d'air. C'est toujours le même discours, mais si vous voulez la conclusion, si vous voulez, de cette humanité, c'est la multiplication des morts en mer, parce que voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, tous les services le démontrent, et notamment les rapports d'ailleurs en Italie sur le sujet, le trafic humain monstrueux qui est opéré aujourd'hui par ces passeurs, qui est un business, qui promettent des choses évidemment, et un Eldorado européen qui n'existe pas, et qui surtout aboutit à des prises de risques massives de la part de familles, d'hommes, de femmes et d'enfants, et parfois à des morts en Méditerranée. Donc moi je crois que la véritable humanité, en l'occurrence, elle est plutôt dans la fermeté. Et c'est ce que vous plaidez évidemment au Parlement européen avec vos alliés. Évoquons à présent ce rapport qui sera présenté mercredi en Conseil de défense à l'Élysée. La mouvance, en effet, des frères musulmans en France a été passée à la loupe dans ce rapport précisément, rendu il y a quelques mois et en cours de déclassification. Donc, on devrait être tous alertés, avertis de ce qu'il se dit. On dresse une cartographie de la confrérie, on alerte sur ses dangers et son entrisme. Les termes employés sont assez inquiétants, il faut le dire. Néanmoins, on reparle de Bruno Retailleau. Il y a quelques mois, il disait vouloir faire interdire les frères musulmans, mais on comprend, côté Beauvau, que ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que l'interdiction voudrait dire dissolution. Et la spécificité, c'est qu'en France, ils ne sont pas constitués en organisation et la désignation comme organisation terroriste se fait au niveau européen. Oui, alors il y a une forme aujourd'hui d'impuissance de la France à peut-être vouloir aller plus loin. Alors je c'est la ne réalité. crois pas, parce que ce qui est intéressant, c'est de regarder là où précisément les frères musulmans ont été interdits, c'est-à-dire en Autriche. Et en fait, c'est pas tant le fait de permettre, ce qui est une des options, la dissolution des organisations identifiées, comme directement frères musulmans, mais surtout le fait de pouvoir interdire tous ceux qui se font les promoteurs de leurs prédicateurs, de leurs penseurs, ou détiennent ou font la promotion et diffusent tout ce qui peut relever de la pensée des frères musulmans. Donc c'est quand même un outil intéressant, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas en gros une association frères musulmans en France. Il y a en revanche une myriade. C'est ce qui est très pernicieux et qui est très compliqué. C'est très pernicieux, mais là j'ai envie de vous dire... Oui, c'est vrai, c'est très pernicieux, mais néanmoins, avant même que ce rapport ne sorte, et à la limite, tant mieux, j'ai envie de dire, si on y apprend des choses et que c'est surtout le préalable et la première étape avant qu'il y ait une action ferme, tant mieux. Mais il y a quand même beaucoup de choses, objectivement, aujourd'hui, qu'on sait déjà et sur lesquelles on aurait déjà pu agir. Je vais vous donner 3 exemples. L'IESH, aujourd'hui, qui est rien de moins que l'école des frères musulmans, qui forme des imams de France et de toute l'Europe, qui se trouve aujourd'hui dans la campagne française, qui a reçu de très nombreux prédicateurs rattachés précisément aux frères musulmans, islamistes, dont un certain nombre d'élèves sont partis faire le djihad, notamment en Syrie. Cette école, aujourd'hui, est toujours ouverte, au vu et au su de tous. Je l'ai moi-même dénoncé pendant les élections européennes. À l'heure où nous parlons, un rassemblement à Nantes se tient, appelé les musulmans de l'Ouest, dans lequel sont donc présents Monsieur Ngazou, qui est le président des musulmans de France, donc ex-UOIF dissous, et aussi le fils de l'imam Iqwisen, souvenez-vous, qui avait donc là encore été expulsé pour avoir tenu des propos radicaux. Vous avez interpellé le ministre, vous avez interpellé le préfet sur les réseaux sociaux pour interdire ce rassemblement? Oui, tout à fait. Vous avez eu des retours sur le sujet? Non, je n'ai pas eu de retour. Et d'ailleurs, ce rassemblement s'inscrit dans une myriade d'autres rassemblements qui ont lieu très souvent en France. On pourrait aussi parler des 120 mosquées qui sont identifiées comme proches des frères musulmans. Je pourrais vous parler de la mosquée, d'ailleurs, la grande mosquée de Nantes, celle de l'île Sud, celle d'Évry-Courcouronnes. Voilà, on sait aujourd'hui que ces mosquées, du fait des invitations des prédicateurs, des propos qui ont été tenus, des liens avec d'autres organisations, sont proches des frères musulmans. Donc, ce qui me désespère un peu, c'est que j'ai le sentiment, c'est un peu, vous savez, comme les commissions, les hauts conseils, c'est bien de faire un rapport, peut-être d'ailleurs y apprendront de nouvelles choses, mais déjà agissons sur ce que l'on sait déjà. Et vous voyez, même moi, je ne suis pas allée chercher très loin pour trouver ces informations, et j'ai le sentiment que oui, on ne va pas au bout, parce que je crois qu'on n'a pas parfaitement pris aujourd'hui, alors c'est probablement le cas de Bruno Retailleau, mais dans ce gouvernement, la pleine mesure de ce à quoi on est confronté. Il faut quand même rappeler que les frères musulmans, c'est donc une confrérie secrète islamiste dont le but revendiqué, ils le disent dans leurs écrits, est la soumission islamique de l'Europe et de l'Occident, transformer la société en société charia compatible. Et bien souvent, on oublie qu'ils sont dans une œuvre de subversion et de déstabilisation, et derrière des polémiques, on en a parlé par exemple sur le voile dans le sport ou l'abaya à l'école, qui nous apparaissent être finalement des initiatives un peu individuelles,
homosexuels ou d'adolescents en mal de reconnaissance ou de jeunes femmes en quête de liberté. En réalité, on découvre bien souvent derrière que ce sont des moyens de pression mis sur la société qui sont orchestrés, qui sont organisés, qui sont pensés, qui sont par moi-même financés par ce réseau des frères musulmans pour précisément pousser la France à devenir une société charia compatible, d'où le fait que sur aucun terrain, il ne faut céder aux accommodements raisonnables. Ça veut dire que c'est une question de volonté politique, on ne peut pas interdire les frères musulmans. Marie rappelait effectivement les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. En revanche, selon vous, on peut prendre un certain nombre de décisions claires qui montrent et qui montreraient que le gouvernement a décidé de dire stop aux frères musulmans, à commencer par les écoles, par les mosquées, d'avoir des gestes extrêmement clairs. Je vous en ai donné quelques Et on parle exemples. Aussi du financement. Excusez-moi, je viens de renverser mon verre d'eau, tout va bien. On parle aussi du financement par le Qatar, auquel, effectivement, le gouvernement n'oserait pas non plus s'attaquer. Ah bah là, indéniablement, il y a aussi volonté politique, c'est clair. Il y a aussi un non-dit, parce que l'école la fameuse IESH, l'école des frères musulmans, est précisément financée par des Qatars. Le Qatar qui est le grand argentier des frères musulmans, on le sait. Je rappelle que d'ailleurs, ça ne pose pas... C'est là où le sujet du conflit israélo-palestinien nous concerne aussi, et j'ai envie de dire presque directement, puisque le Hamas est une des branches des frères musulmans, qu'un certain nombre d'ailleurs ex-dirigeants du Hamas aujourd'hui trouvé refuge précisément au Qatar, et que manifestement la France ne remet aucunement en cause les liens privilégiés, parfois même les avantages fiscaux dont bénéficient les Qataris en France dans le cadre de cette lutte contre les frères musulmans. Et je le rappelle d'ailleurs, je tâte de le rappeler à chaque fois parce que c'est très important, à l'issue des attaques du 7 octobre, lorsque l'un des dirigeants du Hamas, d'ailleurs depuis le Qatar, appelle à un jour de colère contre les mécréants. Cela aboutit par l'assassinat d'un professeur, en l'occurrence par un islamiste en France, qui a entendu cet appel. Donc c'est vraiment une menace qui est très puissante dans toute l'Europe, et d'ailleurs un certain nombre de scientifiques, en tout cas de personnes qui réfléchissent sur le sujet, expliquent qu'aujourd'hui les frères musulmans sont probablement plus puissants en Europe qu'ils ne le sont dans la plupart des pays musulmans, notamment maghrébins, parce que par exemple en Égypte, ils sont très 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 durement combattus par le régime en place. J'entends tout cela, évidemment, c'est dénoncé. Néanmoins, est-ce que vous dites aussi à certains musulmans de France qui n'ont absolument aucun lien avec les frères musulmans, je pense aussi notamment au grand recteur de la mosquée de Paris qui prend clairement ses distances aussi, ne pas tout stigmatiser en fait, ne pas tout mettre avec toute une communauté qui se sent, oui, parfois... considérablement, peut-être à tort accusé. Je comprends que vous vouliez mettre des précautions et je les entends parfaitement, mais à quel moment ai-je pu être ambigu sur le fait qu'aujourd'hui, il y aurait un amalgame entre l'ensemble des musulmans et les frères musulmans? Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas vous. Si aujourd'hui des musulmans, quand on parle d'islamistes, se sentent concernés, mais c'est qu'il y a un petit problème de perception de leur côté, vous l'entendez bien. Parce que certains très vite confondent islam et islamisme. Non, je pense qu'aujourd'hui les mots sont très clairs et que précisément il ne faut pas avoir de pudeur sur le sujet, parce que aujourd'hui le problème, d'ailleurs vous avez raison de poser cette question, parce qu'elle en amène une autre, qui est aujourd'hui où se trouve le vivier de recrutement de l'islamisme en France. Le vivier de recrutement de l'islamisme, la base arrière de recrutement de l'islamisme, il faut aussi oser le dire, c'est malgré tout une immigration aujourd'hui de masse, d'origine extra-européenne le plus souvent venant de pays musulmans, inassimilés, et qui trouvent finalement aujourd'hui dans le chemin de la radicalité une manière de répondre à une quête identitaire ou une forme d'ennoblissement personnel, on va dire. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui poser la question de la lutte contre l'islamisme, je vous le dis, sans poser la question derrière de la politique migratoire, puisque les deux sont fondamentalement liés. On parlait de l'action de Bruno Retailleau. Il y a ces refus d'obtempérer, ces rodéos auxquels on assiste en France, avec une fois un pompier qui est visé. Hier, c'est un gendarme effectivement qui a été percuté par une moto. Est-ce que vous avez une solution pour effectivement mettre un terme à ces rodéos, punir? Il y a une loi, on confisque aujourd'hui à la fois les motos, on confisque aussi la voiture. Il y a une circulaire qui a été adressée effectivement par aussi le ministre de la Justice pour que des peines plus sévères soient prononcées. Vous avez une mesure, une décision?
J'ai envie de vous dire, déjà, j'aime pas tellement ce terme de rodéo urbain. Alors, j'ai pas de mot magique. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Tout le monde l'utilise, c'est pas un reproche que je vous fais, mais il y a un côté un peu récréatif. Vous voyez, je veux dire, le rodéo urbain. On parle quand même de délinquants de la route, avec à l'issue parfois des morts. On se souvient de cette petite fille qui a été tuée, de ce pompier qui est dans le coma. Qui en est sorti. Voilà, exactement. Mais enfin, dans quel état? J'espère qu'évidemment, il n'aura pas de séquelles. Mais enfin, on parle d'actes qui sont très graves. Il y a, et je m'en félicite d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, c'est laborieux, mais enfin une petite prise de conscience. On voit qu'il y a une légère augmentation des interpellations et des condamnations. Le problème, si vous voulez, c'est pas tant aujourd'hui le fait d'être capable d'intercepter ces personnes, même si on peut le faire probablement mieux. Nous, par exemple, on défend le fait de permettre le fameux contact tactique. Comme ce qui se fait au Royaume-Uni. Comme ce qui se fait au Royaume-Uni, qui ont permis de faire baisser d'ailleurs d'un tiers aujourd'hui les crimes commis par des scooters. Donc, vous savez, c'est le fait que des forces de l'ordre puissent, évidemment, selon une méthode très contrôlée, aller au contact évidemment de ces fameuses motos pour mieux les intercepter. Très contrôlées, mais qui font quand même des victimes. Oui, mais enfin, je vais vous dire très à la clairement. Fin, je préfère voir un délinquant au sol, un délinquant de la route au sol qui prend le risque de tuer des civils innocents plutôt qu'un pompier dans le coma. Voilà, donc je fais le choix là-dessus assumé. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière, c'est toujours la même chose. C'est vrai pour les rodéos urbains comme sur le reste. C'est la question de la réponse pénale, de l'effectivité et de la rapidité de la réponse pénale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont condamnés pour ce type de crime n'échappent pas à la règle. La plupart du temps, même s'ils sont condamnés à de la prison ferme, ils n'iront pas derrière les barreaux. Je veux dire, 41% des condamnés à des peines de prison ferme ne sont pas incarcérés dans notre pays. Donc ça pose quand même la question, une fois de plus, de l'effectivité de la peine de prison. Et surtout de l'application même de cette peine qui est prononcée, puisque je finis par ce chiffre, c'est quand même intéressant. Un condamné à de la prison ferme en moyenne ne fait que 66% de la durée de la peine dont il est véritablement condamné. Parce qu'il y a des aménagements, parce qu'il y a des absolument. Mais donc ça pose la question, si vous voulez, plus largement, au-delà de ce cas particulier des rodéos urbains, du sujet de la réponse pénale de l'État. Et bon, on n'aura probablement pas le temps de développer ici, mais c'est le sujet aussi de la procédure pénale. C'est le sujet, j'ai aussi envie de dire, de la formation de la magistrature dans notre pays. Je pense que ça compte aujourd'hui. Voilà, plein de propositions de ce point de vue-là, mais je pense que si on devait faire évoluer positivement finalement la magistrature, ça passerait probablement par le fait d'embaucher davantage de magistrats par le tour extérieur, donc des gens qui ont été commissaires, des gens qui ont été avocats de la défense pendant des années. C'est aujourd'hui une toute petite voie de recrutement. Je pense qu'elle devrait devenir la voie majoritaire. Voilà, bref, il y a à mon avis une vraie structure de fond et pour l'instant cette réponse-là, je ne la vois pas dans la bouche du ministre de la Justice. Marion Maréchal, évoquons à présent, avant d'en venir aux questions plus internationales, mais à ce cauchemar du budget pour le gouvernement, toujours à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies. Arlette revient sur la table la question, un vieux serpent de mer, de cette TVA sociale. Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte à ça mardi soir. Non, c'est comment financer la protection sociale, réduire peut-être les charges effectivement qui pèsent sur les salaires, d'où l'idée, le retour, on en a beaucoup parlé en 2007 pour effectivement y renoncer, de la TVA sociale. Vous êtes pour ou vous dites ah non franchement ça c'est injuste d'augmenter la TVA? Alors déjà ça pose un vrai sujet de fond puisque aujourd'hui je vous l'apprends pas, l'écart entre le brut et le net dans notre pays est le plus élevé. On est d'accord là-dessus. Absolument. Et le plus élevé de tous les pays développés, mais enfin ça a des implications très concrètes. Ça veut dire qu'un Français sur deux qui voit son salaire augmenter de 100 euros, il en verse 56 à l'État, il en garde que 44 euros. Donc c'est quand même un vrai sujet de société. Et donc ça pose derrière la question de savoir comment on finance la sécurité sociale, qui est aujourd'hui financée à peu près pour moitié par les différentes cotisations. Moi, je ne suis pas du tout fermée, je vous le dis, sur le principe, à ce qu'on fasse davantage payer le financement de la sécurité sociale sur la consommation plutôt que sur le travail, précisément pour rendre du pouvoir d'achat. Mais c'est injuste. C'est pas injuste. Non, je ne le crois pas, parce que déjà, vous savez, en réalité, quand on augmente ne serait-ce qu'un point de TVA, c'est relativement peu douloureux pour le consommateur. En revanche, c'est évidemment des rentrées fiscales qui sont très très importantes pour l'État. Et surtout, c'est une manière de, une fois de plus, rendre du pouvoir d'achat. Parce que quand vous soulagez les charges sur le travail pour finalement fiscaliser la consommation, c'est quand même une liberté que vous rendez au salarié qui peut choisir la manière de dépenser cet argent. En revanche, je vous le dis franchement, en effet, c'est un serpent de mer, vous l'avez rappelé. Pour moi, c'est un sujet qui ne pose pas la bonne question. Ça veut dire qu'à un moment donné, plutôt que de savoir comment on va financer le gouffre de la dépense sociale, la première question qu'on devrait se poser, exactement, c'est comment on réduit ce gouffre, en fait. Et quand on a 880 milliards d'euros aujourd'hui de dépenses sociales, bah oui, plutôt que de savoir comment on va finalement, dans un jeu, de tableau Excel, faire financer par ça ou par ça, comment on réduit, c'est-à-dire que oui, on doit poser le sujet, en effet, moi c'est ce que je défends en tout cas, d'une part de
recapitalisation sur la retraite. On doit poser en effet la question de l'assistanat. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut revoir, on va dire, le périmètre du RSA. Alors, vous rejoignez Laurent Wauquiez, la fin du RSA à vie. Je suis pas comment dire, la durée, mais je crois que la question de l'âge aujourd'hui devrait être déterminante. Je pense que quand on est en âge et en capacité de travailler et qu'on a moins de 30 ans, on n'est pas tout à fait dans la même situation que quand on est justement à 57 ans. Voilà, donc je pense que le RSA, selon évidemment les territoires et selon l'âge, devrait pouvoir être modulé. Et puis, ça pose aussi, bien sûr, j'y reviens, mais c'est quand même très important, la question aussi du poids de l'immigration dans cette dépense sociale. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 40% des personnes immigrées qui sont en situation d'inactivité dans notre pays, ce qui est considérable, bien plus important que sur le reste de la population. Donc, on ne peut pas non plus traiter la question de la dépense sociale sans traiter la question de l'inactivité dans l'immigration. Et le deuxième sujet que ça pose, et là, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que tout le monde l'évite, c'est la question du taux d'emploi dans notre pays et du stock de personnes qui travaillent. Dit là aussi, on est le pays, parmi les pays développés, qui travaillons le moins en termes de nombre de personnes qui travaillent et d'heures travaillées, notamment dans la fonction publique, et avec une terrible injustice, parce que moi je vais rapidement, qui fait qu'aujourd'hui, les indépendants, les professions libérales, les artisans travaillent en moyenne 3 fois plus que le reste de la population, alors même qu'on a aujourd'hui 6 Français sur 10 qui participent à la production de la richesse. Et parmi ceux-là, 2 millions de jeunes, vous imaginez 2 millions de jeunes en âge et en capacité de travailler, je ne parle pas des jeunes handicapés, et qui sont sans formation, sans activité, sans emploi. Donc oui, j'ai envie de vous dire... J'anticipe votre regard, par exemple, sur le rapport Terra Nova d'un think tank classé à gauche, qui dit que pour pérenniser notre modèle social, il faudrait, d'ici 2050, 300 000 immigrés supplémentaires. Oui, sauf que le problème, c'est que ce que ne dit pas, une fois de plus, ce rapport, c'est que de manière générale, quand on accélère l'immigration, et je vous en parle, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est des chiffres officiels, on augmente aussi le stock de personnes en situation d'inactivité. C'est toujours le même débat sur les métiers en tension. On dit qu'il faut de l'immigration et les métiers sont toujours en tension malgré l'immigration qu'on fait rentrer. Le temps file. Arlette Chabot, il est temps d'évoquer forme de patriotisme économique, c'est à la mode. Demain, Choose France, 20 milliards d'investissements sont attendus en France. Mais on pallie face aux États-Unis. Regarde, on le prend sous l'angle effectivement du patriotisme économique. Choose France, donc on verra demain des investisseurs étrangers qui vont venir effectivement, chefs d'entreprise, investir donc en France. C'est le rendez-vous annuel que donne le président de la République. Et puis on voit Sanofi qui annonce 20 milliards d'investissements effectivement aux États-Unis. Il y en a d'autres, on a beaucoup parlé de LVMH, je ne vais pas revenir dessus. Il y a un patriotisme, à votre avis, pour les chefs d'entreprise ou bien ce qui compte, c'est leur entreprise. Et puis après, dommage, quand il faut investir, on préfère investir là où c'est plus profitable. Alors, plusieurs sujets. La question de l'attractivité de la France, elle pose une question d'environnement économique, je vais vous répondre. Elle pose aussi quand même la question de la sécurité, parce qu'on n'en a pas parlé rapidement, mais enfin, on a quand même aujourd'hui une multiplication des cas d'enlèvement, de tentatives d'enlèvement, de séquestration et de mutilation de chefs d'entreprise ou de familles de chefs d'entreprise du monde de la crypto-monnaie, une mexicanisation de la France qui fait froid dans le dos, quand même, il faut le dire, un phénomène nouveau, on a encore passé une étape supplémentaire. Vous pensez que ça a un impact direct sur les chiffres récents des investissements ? On reste quand même les premiers en Europe. Non, bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que si on ne s'attaque pas à ce problème gravissime qui est manifestement en train de se développer et de se multiplier, c'est certain que demain, je doute que des chefs d'entreprise aient envie de venir s'installer en France en sachant que demain, ils peuvent se faire tomber dessus par des types cagoulés qui les jettent dans des camionnettes et leur coupent les doigts pour réclamer des rançons. Donc là, une fois de plus, j'y reviens, il n'y a pas de prospérité dans un pays quand il n'y a pas d'abord et avant tout un État régalien qui fonctionne et une sécurité qui est assurée. Mais ceci étant dit, les chefs d'entreprise qui disent oui, qui écoutent Donald Trump et qui vont aux États-Unis, et c'était d'ailleurs le cas déjà de mesures prises par Joe Biden. Ceci étant dit, moi je crois qu'il y a aujourd'hui évidemment des chefs d'entreprise qui mettent dans on va dire leur calcul économique cette dimension patriote et qui préféreraient, s'ils le pouvaient, rester en France plutôt que de délocaliser. Maintenant, moi je pose la question, plutôt que de poser la question de la responsabilité des chefs d'entreprise, la question de la responsabilité du politique. C'est exactement la même chose que pour ArcelorMittal. Sur le sujet d'ArcelorMittal, alors là, d'un coup, on découvre que ce serait Donald Trump, finalement, qui serait quasiment responsable aujourd'hui de la mise en difficulté d'ArcelorMittal. J'ai entendu ça à certaines chaînes, je trouvais ça dingue. Pas chez nous, je crois. Non, pas chez vous. Pas chez vous, je vous le confirme. Plutôt les importations pas chez vous, je vous le confirme. Et c'est très intéressant. Là où est la responsabilité du politique sur ce sujet ? Évidemment, la concurrence déloyale chinoise, avec une réponse de la Commission, on le sait, qui aujourd'hui est partielle et insuffisante. La question du prix de l'énergie, où là encore, on a un modèle énergétique qui est défendu par, je dois le dire, quasiment l'intégralité de la classe politique française, non seulement sur la fixation des prix,
mais aussi sur le choix de l'investissement massif dans le renouvelable, dont on sait qu'il est très coûteux, donc augmente les prix, sans être forcément très efficace. Troisième sujet quand même qui est très important, qui est le fait qu'aujourd'hui, typiquement l'acier, il dépend de deux débouchés. L'automobile et la construction. Et l'automobile, c'est très intéressant. Parce que là, on a toute une classe... troisième débouché, pardonnez-moi. Aujourd'hui, très à la mode, le réarmement. Oui, bien aussi. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est les deux principaux débouchés aujourd'hui qui sont en crise et qui font que l'acier, du coup, évidemment, par effet de capillarité, est en crise. L'automobile, c'est très intéressant. Parce que, vous voyez, on a aujourd'hui une classe dirigeante. Et là, pour le coup, ça va des macronistes jusqu'à l'extrême gauche, qui a méthodiquement, au niveau du Parlement européen, détruit la filière automobile européenne et française en votant, en l'occurrence en 2035, l'interdiction de la construction de toute nouvelle voiture à moteur thermique, en mettant en place des normes et des amendes forfaitaires sur de la production finalement de CO2 qui vont peser extrêmement lourdement sur un secteur qui n'arrive pas à avoir un débouché de marché suffisant dans l'électrique pour compenser. Donc pourquoi je vous dis ça ? Ce ne sont pas les chefs d'entreprise, ce sont les politiques. Et Trump est un modèle et les Européens sont nuls. Non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que, je vous donne un exemple, mais la semaine dernière, mon groupe au Parlement européen propose un amendement sur la fin, justement, de l'interdiction en 2035 des voitures à moteur thermique. Glucksmann vote contre. Raphaël Glucksmann, Parti Socialiste. Valérie Ayé, macroniste, vote contre. Manon Aubry, évidemment, vote contre. Et ensuite, ces mêmes gens, les socialistes, l'extrême gauche, vont au chevet d'ArcelorMittal en disant « Oh là là, c'est terrible ce qui leur arrive, il faut nationaliser ». Et donc, on va nationaliser une entreprise qui est valorisée à 22 milliards d'euros. Il y a une logique environnementale aussi derrière tout cela. Dans un marché. D'accord, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je veux bien, mais la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays sont issues des importations. Donc en fait, l'une des réponses à cette question, elle est d'abord dans la relocalisation. Et pour conclure, c'est ce que vous dites quand vous dites Trump est génial. Pas Trump est génial, c'est que Trump, il a une logique. Trump, il dit, j'utilise les droits de douane pour forcer à la relocalisation. Et pour faire en sorte d'utiliser les droits de douane, parce qu'on oublie souvent que les droits de douane, c'est pas juste une mesure de protection, c'est aussi des recettes fiscales. Et donc, pour être plus compétitif, je vais faire peser cette entrée fiscale sur les importations plutôt que sur mon économie. Et qu'ils viennent s'installer aussi sur mon sol. Il défend les intérêts américains. Je ne peux pas reprocher à un dirigeant américain de défendre les intérêts américains. Vous continuez à... Trump est en effet un très bon président. Vous étiez à son investiture. Quand vous l'entendez notamment ironiser sur la France en 1840, le discours d'Hitler à la Tour Eiffel, rigoler du 8 mai, est-ce que vous, la patriote, moi, là-dessus, je pense que vous aurez du mal à me faire un procès parce que moi, je dis les choses très clairement en ce qui concerne Donald Trump. Je reproche pas à Donald Trump d'être un président américain qui défend les intérêts américains. Je reproche à nos élites européennes de pas défendre les intérêts européens, ça c'est certain. Quant au style Donald Trump, c'est un homme qui manifestement dans les négociations tape du poing sur la table, crée un effet de sidération et ensuite négocie. Et on inspire beaucoup aussi, parce que le temps file, et j'aimerais vraiment vous entendre. Je conclue là-dessus rapidement, mais excusez-moi de vous dire quand même qu'on a assisté ces derniers jours à ce que Donald Trump obtienne précisément un accord avec la Chine qui lui permet de réduire son déficit commercial. Je suis désolée, mais moi je salue l'initiative, parce que ce qu'on ne dit pas, on parle beaucoup du déficit commercial avec les États-Unis, et c'est vrai, mais enfin le vrai sujet, pardonnez-moi, c'est la Chine. La France, avec les États-Unis, c'est 4 milliards d'euros de déficit public, avec la Chine, c'est 32 milliards. Donc il ne faut pas non plus qu'on se trompe, si vous voulez, et la vraie réponse, plutôt que de se rouler par terre en disant « Oh là là, Donald Trump n'est pas gentil, Donald Trump est brutal, est violent, est vulgaire », la vraie réponse, c'est de changer. Non plus, en même temps. Mais d'accord, mais je veux dire, plutôt que de critiquer cela, sur lequel on n'a pas, a priori, l'éducation de Donald Trump nous échappe un peu, allons plutôt sur la question de notre modèle économique. Et là, j'y reviens, les normes, la fiscalité, le prix de l'énergie. Mais peut-être un premier signal, la perte du triple A américain quand même. Mais juste sur Donald Trump, dont s'inspirent certains de ceux que vous supportez, je parle de l'élection présidentielle roumaine, très importante aujourd'hui, qui se joue. Il nous reste quelques minutes seulement. Mais Georges Simion, il était à vos côtés, à Paris, il y a 48 heures. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'à votre avis, tous ces pays vont basculer vers l'extrême droite? C'est inéluctable. C'est un moment. Moi, je réfute ce terme d'extrême droite, vous le savez, on n'aura pas le temps de lancer un grand débat maintenant, mais déjà, première chose avant de vous répondre, j'aimerais quand même m'attarder une seconde sur ce qui s'est passé en Roumanie ces derniers mois. Vous savez, le premier tour de l'élection présidentielle a été annulé par la Cour constitutionnelle roumaine. Le candidat arrivé en tête, nommé Georgescu, a ensuite été empêché de se représenter. Ingérence russe dénoncée. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui en effet a été dit. Aucune preuve n'a jamais été apportée de cette ingérence russe. En revanche, il a été apporté la preuve, en effet, d'une tentative de manipulation des algorithmes, non pas par les Russes, mais par le Parti national libéral, c'est-à-dire l'équivalent des macronistes roumains. Et là, c'est pas moi qui le dis,
c'est un reportage de France 2 qui est allé interroger précisément des reporters roumains qui ont apporté la preuve de ce financement. Donc vous vous rendez compte quand même qu'une élection a été annulée sous un prétexte totalement mensonger et qu'on découvre à l'issue que c'est en fait le parti macroniste qui a tenté de faire bouger les algorithmes. Bon. Qui lui fait dire que Emmanuel Macron est, je crois, dictatorial, ou il a des propos très outranciers. L'ambassadeur français en Roumanie est très très actif dans cette élection, ce qui en effet déplaît aux Roumains. Georges Simeone est en effet notre allié au niveau européen. Il est vice-président à mes côtés du parti ECR et donc il répond à cette aspiration finalement de revanche démocratique, j'ai envie de dire, du peuple roumain. Et il sera peut-être demain aux côtés du Premier ministre belge, tchèque et de Giorgia Meloni au Conseil européen. Et donc c'est une très bonne nouvelle en effet pour la défense des nations et de la souveraineté nationale. Et on suivra de près cette élection en Roumanie. Merci infiniment d'avoir été notre invité.